Claude Le Pape. Merci pour ce film. On a présenté très rapidement, mais c'est un film tellement surprenant. Les scènes passent et on est toutes sans arrêt, on se demande où va le récit. Et c'est un peu, évidemment, la première question qui est toujours la question habituelle, parce que vous l'avez indiqué au départ sur vos terres, sur les terres de Haute-Marne, vous filmez en quelque sorte d'autres bêtes à l'abandon. C'est aussi essentiellement la fin d'une amitié que vous filmez dans une France qu'on ne filme jamais, avec celle des drive-in, des zones industrielles, avec des gens qu'on ne voit jamais non plus. Alors comment Météor a pris vie ? Comment Météor a pris vie ? Je vais un peu paraphraser du coup en effet ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y avait un peu l'idée de revenir. En fait, je crois que là où ça a pris vie, c'est que voilà, tout à l'heure je parlais des premiers courts-métrages qui avaient été faits, qui étaient déjà dans cet univers-là, qui étaient avec des personnages dont j'étais proche et dont je suis proche, et c'était beaucoup sur le registre de la comédie en fait. Et voilà, les choses qui me faisaient rire à 15 ans, à 20 ans, au bout d'un moment finissent par être un peu moins drôle quand on arrive à l'âge de 30, et en effet tout le côté consommation et on va dire intoxication, tout le monde le vit pas pareil, et on arrive aussi à un âge où enfin voilà, à un moment je suis arrivé à un âge où je me suis rendu compte que voilà, tout ce qui était lié justement pour moi aussi à cet endroit, pour certaines personnes, voilà, c'était basculé dans un côté assez sombre en fait. Et donc il y avait un peu l'idée en tout cas de se dire avec Claude à un moment, c'était de se dire fini de rire finalement. Il y avait un peu cette idée-là en tout cas quoi. Mais l'histoire, elle était vraiment vous le dites en fait d'une certaine manière, mais c'est de parler de cet endroit qui pour moi, auquel je vais le redire, mais je suis extrêmement attaché, mais où en effet moi j'ai grandi, et moi et mes amis et ma famille, on était quand même beaucoup dans ce sentiment de se dire on est nulle part. Et en même temps, moi je me suis toujours rendu compte que enfin voilà, il y avait quand même, à la fois il y avait l'endroit qu'on voulait quitter, et en même temps les gens avec qui j'ai grandi, j'ai jamais vraiment voulu les quitter. Et il y avait en tout cas cette volonté de parler de cet endroit, moi avec le sentiment que j'avais en tout cas je sais pas comment le dire, mais de les représenter d'une manière un peu différente que ce dont parfois là où je les vois représentés, que ce soit, je sais pas comment dire, dans des médias ou enfin voilà, en tout cas si je peux dire. Et surtout l'autre chose évidemment, que l'autre point de départ, après j'arrête de parler, tu vas parler mais il y avait l'idée en effet de parler de l'intoxication des gens, et là aussi de parler aussi de l'intoxication d'un territoire, et de faire un peu un parallèle entre les deux, et de se dire enfin voilà, il y a la question de l'intoxication pour survivre, et l'idée était aussi en effet de le faire pas que sur un registre sombre ou misérabiliste comme ça peut être un peu comme ça peut arriver. Alors, vous l'avez écrit à quatre mains, co-réalisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je ne sais pas du tout comment vous travaillez, parce que ça me fascine, c'est aussi. Je pense que ça peut intéresser tout le monde, savoir comment vous travaillez. Et puis l'écriture du film, donc vous l'avez indiqué, vous avez commencé par la comédie, et c'est aussi le passage à l'âge adulte aussi, évidemment. Et est-ce que c'est venu en cours d'écriture ? Alors, comment on travaille en fait, là, ça... J'y arrive. Alors, Claude n'a plus de voix, pardon. Peut-être je ne vais pas parler du tout, en fait. Non, Hubert, avec cette idée de parler de ces personnages-là dans cette ville-là, et à partir de là, il y a eu longtemps aussi une vraie histoire de météorite qui devait potentiellement raser toute la ville. Donc on a écrit pendant assez longtemps une histoire de ces personnages-là, et en plus, ils pouvaient mourir d'une météorite. Et à un moment, Hubert s'est dit finalement, le film catastrophe, c'est moins ça qui m'intéresse que la catastrophe intime. Et en fait, on a tout gardé sauf la météorite, donc les poubelles.
Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on travaille. C'est Hubert qui a vraiment une idée, une vision, une envie de savoir ce qu'il doit raconter. Et ensuite, on écrit le scénario à deux. On écrit donc le film Météorite à deux, puis ensuite sans la Météorite à deux. Et après, c'est pas vraiment une co-réalisation, parce que c'est vraiment Hubert le réalisateur, et c'est lui qui... On n'est pas du tout à égalité. Et c'est lui qui décide de tout. Et ça a quand même une importance, c'est-à-dire que c'est lui qui prend la responsabilité de tous les choix. Moi, en gros, je suis un peu en second, on va dire, mais c'est vraiment lui le réalisateur. Et c'est pour ça que c'est une collaboration, la réalisation. C'est pas une co-réalisation, parce que moi, je ne suis pas la réalisatrice du film. C'est vraiment Hubert, le réalisateur du film, et c'est lui qui porte... c'est lui qui vient s'indiger, c'est lui qui connaît ces personnages-là. Le film aussi, il est quand même beaucoup né en pensant à une personne en particulier, qui est une personne que lui connaît. Voilà. Et donc en fait c'est ça, c'est que moi j'aide Hubert à faire son film. J'ai pas juste aidé, mais non, mais évidemment qu'il y a le rôle de la responsabilité, on va dire, mais là où c'est une collaboration à la réalisation, c'est qu'en effet c'est une collaboration, c'est-à-dire que Claude, déjà évidemment que même l'idée de la mise en scène, elle est déjà très présente au moment de l'écriture. C'est-à-dire que le scénario, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du film, mais c'est aussi une espèce de document technique qui doit être une espèce de bible qui nous permet de aussi aller chercher du financement, donner une idée de ce que va être le film à la fin, et aussi à nos collaborateurs artistiques et aussi techniciens de se dire voilà, là vous n'avez pas les images, il n'y a que le texte, mais avec le texte il faut qu'on explique au maximum ce que doit être le film tel qu'on l'a imaginé à un moment. Et cette imagination, en effet, il y a des idées, il y a des choses comme ça, mais c'est quelque chose qu'en effet on travaille beaucoup à deux. Et aussi, il y a évidemment, Claude, elle est là à toutes les étapes, c'est-à-dire que c'est des personnages qu'on écrit à deux, mais donc évidemment que moi, c'est extrêmement important d'avoir son avis sur le choix des personnes qui vont interpréter ces personnages qu'on a co-créés. Et c'est aussi extrêmement important, sachant comme on dit, évidemment que sur le tournage, évidemment Claude, elle est là en fait, donc du coup, on retravaille aussi beaucoup ça. Et un film, c'est une grosse machine, c'est toujours pareil, donc parfois en plus ce film on l'a fait rapidement, parfois on a du mal à un peu garder la tête froide et avoir les idées claires, donc là avec toute la pression qu'il y a autour, en effet c'est hyper important que Claude elle soit là pour un peu aussi ramener au-delà de la pression que peut représenter le tournage par exemple, et même le coût en effet que ça peut représenter et la pression que c'est d'avoir quelqu'un qui fait ok, l'important c'est ça, le film c'est ça, les personnages c'est ça, c'est dans cette direction qu'il faut aller, où parfois on peut un peu se perdre dans des trucs très techniques aussi quoi. Et c'est toujours pareil, le montage est une écriture, c'est très important pour moi d'avoir aussi son avis de à quel moment, à quel point on en est, où est-ce qu'on en est nous par rapport à ce qu'on a écrit au début quoi. Ouais. Alors vous avez évoqué le sujet de la dépendance, qui est un sujet du film, et dépendance à l'alcool, et puis le passage de Mika, c'est un peu notre témoin à nous en tant que spectateurs, mais c'est aussi une dépendance amicale très forte entre les deux. Ouais. Vas-y. Parce qu'on connaît la dépendance, nous, du côté de Mika, et donc c'était ce point de vue-là qu'on voulait adopter, c'est-à-dire celui qui est à côté, celui qui veut aider, celui qui aide mal, celui qui ne comprend pas en fait, celui qui croit qu'il comprend mais qui ne comprend pas. Et en réfléchissant aussi à nous, de ce qu'on a pu faire, et aussi en parlant avec des gens qui sont spécialisés dans l'addiction et le traitement de l'addiction, les dépendances, il y a toujours des codépendances dans la dépendance, et que du coup c'est toujours un système qui se fait à 2, à 3, à 4, selon si on est en famille, en couple, et bon là clairement il fonctionne comme un couple. Donc pour nous c'était vraiment raconter à la fois une histoire, la dépendance de Daniel en fait, clairement pour se sortir de cette dépendance-là, il doit aussi se sortir de la dépendance de Mika, et Mika a besoin de Daniel pour continuer à faire comme lui. Donc c'est un système qu'il faut casser si Daniel veut vivre. Et donc c'était pour on voulait aussi parler de tous les types de dépendance et de la nécessité, malgré eux, de couper. Alors on va prendre des questions dans la salle, il y a déjà les deux bras qui se lèvent, donc il y a les micros qui vont venir directement à nous. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous félicite de réaliser cet excellent film de psychodrame qui est intitulé Le Météore.
Dan, Tony, Mika, les trois amis paumés. Ce scénario retrace bien les faits réels, sociologie, environnementaux. Notamment, les trois personnages sont inconscients, caractérisent sciemment la faiblesse de ces individus. Et on parle pas beaucoup de ses parents et aussi, deuxième question, c'est que Tommy, là, qui est entrepreneur qui embauche ces personnages, il nettoie les produits toxiques des déchets, comment ça s'appelle, des déchets radioactifs. Comment s'appelle ce travail-là exactement? Alors, c'est bon, le micro peut bien prendre. Alors, le fait qu'ils n'aient pas de parents, ça n'a pas été totalement conscient dès le départ qu'ils étaient à ce point seuls, mais au fur et à mesure de l'écriture, des castings aussi, pour nous, Daniel était extrêmement isolé et Mika l'était un peu moins au départ. Et en fait, on s'est rendu compte que pour que la relation Mika, Dan et Tony soit aussi forte, nous, on avait besoin, en tout cas peut-être presque artificiellement, de les isoler, enfin que vraiment ce qui les rejoint et ce qui les lie, c'est leur solitude. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de famille, et nous, dans notre tête, on s'est raconté qu'ils s'étaient rencontrés potentiellement dans un foyer. En fait, c'est vraiment des enfants seuls et abandonnés. Donc pour nous, c'est pour ça qu'ils sont aussi liés les uns aux autres, c'est qu'ils sont seuls au monde. Voilà. Donc on voulait vraiment des personnages qui soient seuls au monde. Et le travail de Tony, c'est moins de la désintoxiquer. Lui, il fait, pour nous, lui, il est vraiment... parce que tout ça est très réaliste, hein, dans ce ils sont vraiment très peu nombreux et tout, mais lui, Tony, il est chargé de construire les cellules de béton. Donc lui, normalement, en fait, lui, il construit les cellules avant que les déchets arrivent. Donc lui, il ne travaille pas avec les toxiques directement. Donc c'est vraiment, il fait du BTP normal, et ça, c'est inspiré d'un ami de collège d'Hubert qui faisait du BTP, et dans cette région-là, il n'y a pas grand-chose à construire d'autre que des poubelles. Donc du coup, il se retrouve à construire des poubelles de béton. On va prendre d'autres, oui. Bonsoir et félicitations pour ce très beau film. Moi j'avais une question par rapport au scénario. Vous avez décidé de faire de Dan un survivant. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir vers là dans le scénario? Est-ce que vous aviez du mal à lâcher le personnage? Non, pas du tout. C'est que... mais, en fait, ce qui était hyper important pour moi, c'était que... Enfin, je pouvais pas terminer... Enfin, justement, en effet, c'est un personnage qui est survivant. Après, il le dit lui-même dans sa lettre. Il vit sa vie, mais on sent qu'il y a une forme de fragilité. Et comme toute personne... Enfin, pas comme toute personne, mais comme souvent une grande majorité... Enfin, je sais pas comment dire, mais... En termes de pourcentage, le nombre de personnes qui font des cures mais qui n'en font pas qu'une ou qui parfois replongent, enfin voilà, il y a toujours une fragilité évidemment dans la rechute, enfin dans la possibilité de rechute, pardon. Et pour moi, c'était très important justement de montrer que, en fait, c'était sur les personnages, c'était extrêmement important de montrer que finalement, il y a les choses fonctionnent. Enfin, c'est-à-dire que finalement, en fait, au début, l'image qu'on peut avoir qui se dégage un peu de ces personnages-là aussi, c'est voilà, le terme de loser, ou le fait de faire beaucoup de conneries, de voler un chat, enfin voilà, de s'empêtrer dans les choses comme ça. Mais même cette histoire de Moby Dick, de chercher Moby Dick, nous en fait il y avait quelque chose de se dire comme ça peut paraître pas très intelligent de faire ça, et en fait finalement ça fonctionne. Et en fait, parfois, il y avait évidemment, moi l'idée, je me dis, si le cinéma, il me sert pas aussi parfois à me donner un peu espoir en certaines choses, enfin voilà, en tout cas, moi, il y avait, comme on dit, on est confrontés, enfin voilà, et c'est un truc un peu, c'est un sujet comment on dit, un sujet de société, l'alcoolisme, même si là, on parle d'intoxication, de dépendance, là, clairement, c'est l'alcool. Comme on disait, c'était très important, et Claude, elle dit ça souvent, c'était important dans le film de dire c'est pas quand on veut, on peut. Ça, c'était hyper important pour nous de montrer que voilà, qu'il y avait un rapport à la dépendance, enfin, qui en fait, voilà, c'est pas juste un choix, en fait. C'est exactement ce que dit Daniel quand il s'engueule à la fin. Et voilà. Mais
Voilà. Il y a toujours aussi finalement cette possibilité d'essayer des choses. Et je crois que l'idée aussi était de se dire, c'est pas tant de se dire est-ce que Daniel va survivre, va réussir ses cures et ne va plus boire d'alcool, mais c'était aussi de dire, montrer à quel point parfois c'est nécessaire de casser un peu le cercle aussi d'interdépendance entre les personnes pour que les choses, en tout cas, changent. D'autres réactions, questions dans la salle? Je crois qu'il y a une question. Alors, tout au fond. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film et puis merci d'avoir décidé de le sortir le jour de mon anniversaire, dans quelques mois. J'ai une question, les deux premières questions vous les avez déjà traitées, donc qui étaient la carpe et puis les déchets. D'ailleurs j'aurais nommé le film La carpe et les déchets. C'est peut-être pas trop tard. Hein. Et ma question c'était pour un des autres éléments du film, l'enseigne de restauration rapide. Oui. Pourquoi ce choix? Le choix de cette chaîne particulièrement ou le fait que le métier, le cadre, l'importance de ce... Eh ben parce que c'est quand même pareil, on parle quand même un peu d'une zone un peu sinistrée. Je peux vous dire que les chaînes de fast-food, quand on est jeune, sont souvent une bonne solution. Et aussi notamment quand parfois on n'a pas forcément de qualification très technique, franchement ça dépanne bien. Donc voilà pourquoi parler de ça. Je pense qu'il y avait aussi tout un... Mais ça c'est un peu plus lointain, mais après je sais pas comment dire, moi j'adore les fast-food, je pense qu'il y a une espèce de désir pour filmer les fast-food. Voilà, Burger King nous a acceptés, on était ravis. Et il y avait aussi l'idée de se dire, ça va toujours dans l'histoire de la consommation en fait. Il y a l'alcool, il y a évidemment qu'il y a on va dire la malbouffe, mais voilà, là en effet il y a Burger King et les burgers et tout ça, mais il y a aussi des petites scènes de eux qui mangent des nouilles déshydratées. Il y a en effet ce truc de Tony aussi avant la révélation qui met du sucre sur ses... Voilà, il y avait toujours une histoire de qu'est-ce que c'est que la consommation, elle est un peu partout, elle fait forcément partie de notre vie. Et voilà, et évidemment qu'il y a toujours ce truc, et ça je pense que c'est un truc lié un peu à l'enfance, mais en effet, moi j'ai grandi vraiment dans un village, aller à la ville et aller au McDo. J'ai aussi grandi, maintenant j'ai 40 ans, mais j'ai grandi avec, je pense, l'image américaine, voilà quoi, assez rêvée et qui faisait rêver. Et je pense que voilà, c'était le fast-food américain, c'était un peu l'image de cette, enfin, c'était un peu participer un peu à cette image-là, quoi. C'est un peu avoir un peu des États-Unis chez nous. Et je pense qu'il y avait en tout cas cette volonté, en effet, de le retrouver un peu dans ce film-là, quoi. Alors, d'autres questions? Ce sera en fond de salle. Merci pour ce film que j'ai trouvé très beau et très émouvant aussi. Je voulais savoir ce qui vous avait inspiré, quelle situation vous avez inspiré, notamment le personnage de l'aide sociale, justement, pour traiter de l'alcoolisme, avec l'actrice que j'ai trouvée très bien dans son rôle. Elsa Bouchon. Comme on l'a dit, en fait, ce que vous questionnez, c'est le choix de cette actrice ou c'est le fait plutôt de raconter je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Claude. On a tous été témoins de personnes qui ont été confrontées à la dépendance et des moyens qui sont donnés pour essayer de s'en sortir. Donc là, on est dans une partie assez finalement documentaire aussi, c'est-à-dire, quand on a eu des ennuis avec la justice, ou quand on décide d'arrêter avec l'alcool ou la drogue, quelles sont les premières étapes? Et en effet, la première étape, c'est parler avec un addictologue. Parfois, c'est parce que c'est pour des suivis judiciaires, mais parfois, pas forcément. Ça peut être aussi une volonté d'arrêter soi-même, et donc on commence par là. Donc, ça nous permettait de parler de ça, et en effet, ça permettait aussi de montrer un peu, de poser les enjeux pour les deux personnages, de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, essayer d'arrêter. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une cure, qu'est-ce que c'est qu'une post-cure, enfin, voilà. Et aussi tout ce système dans lequel quel est le système mis en place et qui marche plus ou moins bien,
quand on décide d'arrêter. Moi, je peux me permettre une petite remarque. Tous les rôles institutionnels, juges, addictologues, assistantes sociales, etc., sont tenus par des femmes. C'est un hasard ou pas? Non. C'est plus ou moins. Alors, il y a quand même des hommes de temps en temps, mais non, mais c'est. Bon, la réponse est quand même triste. En fait, c'est que c'est 3 hommes, les héros, et c'est quand même, on s'est dit, le monde n'est pas fait que d'hommes, donc il faut bien quand même qu'on montre qu'il y a des femmes. Où est-ce qu'on peut mettre les femmes? Il y a très. En fait, c'est ça, ils sont très très seuls. Il n'y a aucun rôle très important autour. Il n'y a pas de. C'est des rôles qui ont maximum 2 séquences. Donc c'est vrai que c'est très particulier aussi comme type de récit. Ils rencontrent personne, par exemple. Ils rencontrent personne qui peut apporter vraiment un changement dans leur vie. Donc en fait, on a mis des femmes là où on pouvait, et là où c'était aussi sociologiquement juste. C'est-à-dire que les magistrates sont en majorité des femmes, les toxicologues ou assistantes sociales sont en majorité des femmes, la policière, bon, il y a aussi il y a deux policiers, mais c'est... le médecin est un médecin, il aurait pu être un médecin. Mais voilà, c'était aussi en respectant cette chose. Après, c'est vrai que voilà, ça fait donc, du coup qu'ils obéissent ou pas au conseil des femmes. Mais ça, bon, c'est un effet qui n'était pas forcément conscient. Non. Après, il y a aussi certains rôles où on n'avait pas genré le rôle. Et tout simplement, en fait, que ce soit homme ou femme, en gros, voilà, c'est la personne qui était c'est le plus approprié ce rôle-là. Et parce qu'en effet, ça, c'est vrai que, lancer là-dessus, moi, c'est vrai que du coup, je suis assez content de parler de ça, c'est que les rôles secondaires, on va dire, pour nous, avec énormément d'importance. Et ça a été aussi un vrai travail de casting, parce que, en fait, on pourrait se dire que c'est que des personnages fonctions, en fait, et qui pourraient être là pour faire avancer le récit et tout ça. Et c'était assez intéressant de voir que parfois, il y avait vraiment des acteurs qui avaient décidé de s'emparer du personnage justement au-delà de la fonction, quoi. Il y avait un truc de se dire, ils ont amené leur personnalité. Enfin, je pense qu'en effet, vous parliez de la toxicologue Elsa. Quand on l'a vu en essai, d'un coup, le truc de les mandalas, le kit de mandala, c'est pour 2. Tout ça, c'est des choses que elle est arrivée. Elle est arrivée avec son petit kit de mandala. Et d'un coup, elle s'appropriait le truc et ça marchait super bien. Elle parle pas du tout comme ça. C'est quelque chose qu'elle joue. Et d'un coup, elle l'incarnait vraiment. François Perrache, le médecin, c'est exactement la même manière. J'en ai vu, je pense, 30 des gens qui jouaient les médecins, mais il y a que lui qui arrivait avec cette personnalité et cette manière de jouer, avec finalement une forme d'intensité. Et voilà. Non, pour résumer. Alors, je crois qu'il y a une question au fond. Bonsoir et merci pour la découverte. En fait, moi, en regardant le film, ça m'a fait penser à un film français plutôt connu, La vie rêvée des anges. Ouais. Donc ce serait quasiment un parallèle au masculin et au féminin. Donc dans le film La vie rêvée des anges, justement, l'autre actrice qui accompagne Élodie Bouchez, qui est totalement intoxiquée aux relations amoureuses, qui elle finit mal malheureusement. Mais voilà, Mika, ce serait Élodie Bouchez, quoi. Moi, ça m'a frappé, vraiment. C'est très marrant, c'est le même directeur de casting en plus, c'est un peu marrant. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est la spirale de la descente. Oui, tout à fait, mais c'est un film dont on parle souvent. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ce parallèle-là, mais c'est un film qui m'avait beaucoup marqué ado, je l'ai vu quand il est sorti. Mais oui, il y a un blond, un brun, oui. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Et non, mais c'est vrai qu'on en parle régulièrement, au moins plusieurs fois par an, on parle de ce film pour parler de choses et d'autres, mais en effet, c'est un film qui nous a marqué. Mais du coup, c'est marrant que vous le citiez, ça donne envie de le revoir. Bonsoir et félicitations pour ce film. Merci. Vous aviez parlé d'une certaine proximité que vous aviez avec les personnages. Est-ce que ça a complexifié le processus du casting ou est-ce que ça a été plus de l'évidence? Je pense que ça a complexifié un peu le casting du personnage de Daniel. Ouais. Mais après... Mais c'est un peu les deux en fait. Un peu les deux. En fait, non, mais c'est que par contre...
Donc quand on a rencontré Idir, c'était une... Oui, le processus de casting a été vraiment long. En fait, pour trouver chacun des trois, ça a été très long. Mais quand on a vu chacun des trois, par contre, ça a été une histoire de 10 minutes pour se dire c'est... Et Idir, ça a été le deuxième trouvé. Mais c'est vrai que c'était un moment difficile de se détacher de la personne qu'on connaissait. Quand Idir est arrivé, c'était sûr qu'on pourrait se détacher de la personne et plus jamais après on a pensé à la personne dont on s'était inspiré. En fait, je crois qu'Idir, il a... Et finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les seconds rôles, mais avant, je pense que j'ai vu certains comédiens et en essayant de rechercher des choses de la personne qu'on connaissait. Soit naturellement, qu'est-ce que la personne pouvait nous renvoyer, ou alors en essayant de les faire jouer ça. Et ça marchait jamais. Et en fait, juste, Idir arrivait avec autre chose. Et d'un coup, c'était ça, quoi. Mais évidemment que c'est lui, Daniel. Et il n'y a pas que des acteurs professionnels, comme dans... Il y a beaucoup de non-professionnels. Beaucoup de non-professionnels. Notamment l'équipe technique qui représente quand même un certain pourcentage du casting. La policière, c'est la première assistante mise en scène. La juge, c'est la directrice de production. Le journaliste à la fin, c'est le premier assistant d'écho. Un des jeunes qui veut acheter la cafetière, c'est le deuxième assistant mis en scène. Sur la technique. Ouais, à un moment, le mec qu'on voit, le chef d'écho, on le voit, l'aperçoit dans la poubelle nucléaire. Le directeur de casting joue un policier. Le troisième policier, du coup, c'est le cousin d'Hubert qui joue dans tout ça. À la fin, elle appelle les personnes qui parlent de Moby Dick, c'est mon père, et son ami Michel. Ça, voilà, bon, ça fait partie. On a commencé, nous, les courts-métrages, quand on les a fait ensemble, c'était que des non-professionnels. On a finalement, petit à petit, on a remis des. Et puis évidemment, et on oublie ça, elle est partie, Alexandra. Évidemment, le débat n'est pas passionnant, quoi. Mais non, mais du coup. Il y avait des actrices non professionnelles qui n'est pas du tout. Alors, l'avocate, en effet, et quelqu'un, et une amie, et clairement, voilà, quand on lui a fait passer des essais, c'était évident que c'était Alexandra qui devait jouer cette avocate. Voilà. Au moment où, en effet, on a un peu besoin que ces personnages soient un peu remis sur un rail, Alexandra, elle arrivait avec son taux de réalité qui était très haut par rapport aux deux personnages, quoi. Donc, d'un coup, voilà, c'était un peu... Mais on aime bien bosser comme ça, je pense que c'est le truc qu'on aime le plus. Et y compris parce que bosser avec des non-professionnels, forcément, ça casse parfois les habitudes que peuvent avoir des comédiens professionnels à jouer ensemble, quoi. Alors, je dis ça, en fait, en même temps, il dirait Paul, par exemple, les trois, même avec Salif, mais Salif, voilà, Salif vient du conservatoire, c'est quelqu'un d'extrêmement carré, et c'était extrêmement nécessaire, mais quand on avait des séquences avec Paul et Idir, c'est vrai qu'ils arrivaient à se mettre dans une énergie qui était vraiment la leur, donc du coup là clairement, ils n'avaient pas vraiment besoin qu'on casse leurs habitudes de jeu, on va dire. Mais le fait est que prendre aussi des gens de l'équipe technique, ça c'était hyper important parce que l'important c'est que les comédiens ils prennent. Enfin, on est assez persuadé que les comédiens ils sont là pour jouer, donc il faut qu'à un moment le travail il s'oublie et en fait ramener les gens de l'équipe technique. Finalement jouer avec eux prenaient aussi un vrai plaisir parce qu'en effet, comme on disait, c'est-à-dire que la première assistante, la directrice de production, c'est des postes clés dans le tournage et c'est pas du tout leur supérieur hiérarchique, mais c'est un peu l'ordre quand même, quoi. C'est le responsable de l'argent du film et puis il y a le responsable de l'organisation, vraiment de tout ça, quoi. Et donc évidemment qu'il y a un peu un côté très rigoureux. Et c'était hyper marrant d'un coup de voir un peu presque ce truc qui s'inverse. D'un coup, c'était eux qui étaient à devoir un peu prendre par la main. Enfin, je sais pas comment dire, mais en effet, ces personnes-là, que du coup, ça crée vraiment une synergie qui était hyper sympathique sur le plateau. Et ça se voit, oui. En plus, on a l'impression que tous les trois, ils se connaissent depuis toujours, enfin, malgré leur dissonance, justement. Ça, c'était le grand pari, en effet, du casting qui a duré longtemps, mais comme le disait Claude, une fois qu'ils étaient dans la pièce, on se disait évidemment que c'est eux, quoi. Et après la question c'était juste sur l'alchimie, mais ça très vite on s'est mis à 5 autour d'une table
et on a été assez vite rassurés. Mais voilà, il n'y avait pas que ça en fait. Même eux se connaissaient pas. C'était très marrant parce que eux-mêmes, quand ils se sont rencontrés, Sally, c'est le premier, il a dit on n'a absolument rien à voir les uns avec les autres, quoi. Et à tous les niveaux, quoi, vraiment. Mais c'était marrant à quel point, voilà, il y avait un truc qui se passait entre eux. Et finalement, on a commencé à répéter. Moi, je les ai emmenés chez mes parents. Et eux ont commencé à se voir aussi. C'est-à-dire qu'ils sont tous allés voir Idir à Marseille. Et puis, voilà, très vite, en fait, ils sont tous très entendus. Et nous-mêmes, je crois qu'on était un peu étonnés de... Enfin, on était heureux. Moi, je suis extrêmement... Enfin, il y a un truc un peu extrêmement heureux de voir aussi où on se dit... il y a un truc un peu d'entremetteur, de dire je suis très content de leur amitié à eux, quoi, parce qu'elle a l'air précieuse. Donc, ça faisait vraiment plaisir à voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir, merci. Bonsoir. Une question sur vos inspirations. Vous avez beaucoup parlé de votre enfance, de la ville, le territoire, etc. Au niveau film, savoir si vous êtes beaucoup inspiré du film d'Orelsan et Gringe. Alors, pas tant pour les personnages principaux, parce que bon, ça, on trouve le côté un peu gaguesque, voilà, tout ça, mais surtout pour le personnage de Tony, pardon, qui ressemble énormément à leur producteur dans le film. Non, voilà. pas du tout. Non. Mais, non, par contre, je vais vous dire la vérité. Moi, je vous dis, Mathéo, moi, je pense que c'est plutôt Orelsan et Gringe qui ont vu les courts-métrages qu'on a fait et qui se sont inspirés de nous. Bon, peut-être que j'ai le long, j'en sais rien. Mais non, je plaisante. Mais non, mais évidemment que il y a. En fait, en tout cas, on s'est vraiment pas du tout inspiré de leur film ou quoi que ce soit, mais forcément. Moi, je viens de Caen, donc je vois bien ce dont il parle. L'institution. Oui, mais ouais, on connaît. Pareil, c'est sûrement des inspirations inconscientes. C'était pas du tout. On s'est pas dit, ah tiens, Tony ressemble. Non. Enfin, on ne cherchait pas spécialement Salif. Non, c'était pas. Non. Non, et moi je trouve qu'il est quand même beaucoup plus sérieux, Tony, que. D'autres réactions, d'autres questions? On va bientôt conclure. Moi, j'ai une question sur un élément de décor qui est stupéfiant. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais c'est cette poubelle nucléaire. Là. C'est réel? Alors, la première ou la ouais. La première, non, c'est inspiré de la vraie poubelle nucléaire qui est à 15 km de chez Hubert, où il a emmené d'ailleurs les comédiens aux portes ouvertes pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Donc c'est des cellules de béton comme ça, mais là c'est du décor construit de feuilles de décor de 2,50 m prolongées en VFX. Donc en fait c'était des feuilles de décor, il n'y en avait pas beaucoup en plus, qu'on faisait bouger selon les plans. Ouais. Et ensuite c'est d'une ancienne base aérienne. Ouais. À côté de Reims. Et oui, en effet, c'est pour ça l'équipe d'éco, ils ont fait vraiment un énorme travail. Enfin, l'équipe d'éco et l'équipe des VFX ont vraiment fait en effet, c'est comme dit Claude. Nous, on savait qu'il y avait un truc de se dire, c'est très compliqué. Voilà, en effet, on n'a pas le budget de Inception. Tout reconstruire en 3D, c'est des trucs qui sont extrêmement compliqués. Donc on savait qu'il fallait qu'il y ait une partie de réel. À partir du moment où les comédiens sont en interaction avec un truc qui est vrai, voilà, c'est plus. On va dire que déjà on y croit plus. Et après, quand c'est prolongé des choses avec lesquelles ils ne sont pas en interaction, c'est mieux. Et donc en effet, finalement, on n'avait que ces feuilles de 2,50 m et tout a été prolongé. Et même prolongé, mais même tout le ciel du coup est pas le bon ciel. Enfin, même ce qu'on voit dans le fond, forcément le fond, eux ils avaient des fonds verts, donc ils ont quand même recréé quand même de la 3D derrière avec des pelures. Enfin voilà, c'était un. Donc en effet, à la base il y a un truc qui existe qui ressemble à peu près, mais aussi ce dédale un peu labyrinthique ont été recréés. Eh bien, Claude Lepape, Hubert Charvel, merci. Merci à vous pour ce film. Ce film nécessaire, résolument humain, très sensible. Merci beaucoup. Sortie du film le 8 octobre.